WhatsApp, le podcast qui bouscule vos idées reçues sur les renouvelables. Bonjour à toutes et tous, je suis Agathe et je vous souhaite la bienvenue dans WhatsApp pour répondre à une nouvelle question sur la transition énergétique. Aujourd'hui, le bois, énergie du passé ou du futur? Je suis avec Axel Richard, chargé de mission bois domestique, responsable énergie renouvelable et bâtiments et responsable flamme verte au syndicat des énergies renouvelables. Bonjour Axel. Bonjour. Et avec Maxime Vion-Saint-Supéry, chargé de mission bioénergie au syndicat des énergies renouvelables. Bonjour Maxime. Bonjour. En 2002, Jacques Chirac, alors président de la République, alertait déjà sur le changement climatique. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Et depuis de nombreuses années, le bois est régulièrement au centre de l'attention. Aujourd'hui, au début de l'année 2025, le changement climatique est toujours une réalité. Alors pourquoi est-ce qu'on choisit de vous parler de bois énergie dans ce premier épisode ? Parce que c'est la première énergie renouvelable de France. Elle va utiliser ce qu'il reste de la coupe du bois pour la menuiserie ou la fabrication de charpentes ou encore de tonneaux. C'est une énergie essentielle pour accélérer la sortie des énergies fossiles et donc lutter contre le changement climatique. Mais on peut tout d'abord se demander si le bois c'est réellement une énergie renouvelable. Alors oui, le bois c'est effectivement une énergie renouvelable parce qu'elle provient d'une ressource qui elle-même est renouvelable, c'est-à-dire de la biomasse, de la matière organique vivante qui pousse, qui se renouvelle, qui se régénère, qui absorbe du carbone de l'atmosphère. Et est-ce que le bois va se renouveler aussi vite qu'on le consomme ? Ça dépend. La clé de cette régénération rapide, ça va être la gestion durable de la forêt, qui garantit que la ressource peut se régénérer à l'échelle de vie humaine et que chaque arbre coupé va derrière permettre à un nouvel arbre d'être planté, d'être régénéré pour que l'ensemble de l'écosystème forestier conserve la ressource en fait qu'on utilise pour l'énergie. D'après ce que je comprends, brûler du bois, c'est pas comme brûler du charbon. Ouais, ça c'est un barbecue qui a de la gueule. Comme tout combustible, brûler du bois, ça émet du CO2. La différence fondamentale avec le charbon, c'est que le carbone libéré par le bois au moment de la combustion, il fait partie d'un cycle naturel. Il a été préalablement absorbé par la ressource forestière, par le bois, au moment de sa croissance. Et lorsqu'il est relâché, en fait, il vient s'insérer dans un cycle court du carbone. À l'inverse, dans le cas du charbon, ou toute autre énergie fossile, le carbone, lui, il est extrait du sol. Il est resté pendant des millions d'années. Et il est relâché directement dans l'atmosphère, créant une balance, en fait, positive directement de CO2 et donc qui contribue au réchauffement climatique. On dit souvent qu'on doit préserver les forêts, mais on coupe du bois pour produire de l'énergie. Et vous trouvez pas ça un peu contradictoire ? Je pense que cette apparente contradiction, en fait, elle vient de deux réalités qui sont mal comprises aujourd'hui sur l'exploitation de la forêt et son utilisation, l'utilisation du bois comme énergie. D'abord, c'est qu'en France, on ne coupe pas de bois pour faire de l'énergie, et ensuite, on couper du bois pour produire l'énergie ou toute autre exploitation ou valorisation. En fait, ça ne détruit pas les forêts. Ça, c'est une contre-vérité, c'est même plutôt le contraire. La clé de tout ça, encore une fois, c'est la gestion durable des forêts qui permettent de produire et prélever du bois tout en préservant les enjeux écosystémiques de la forêt. Trois fonctions qui sont la fonction économique pour que la forêt puisse produire de la valeur, et c'est cette production de valeur qui ensuite incite à la préserver. Sa fonction environnementale, puisque c'est aussi un espace pour la biodiversité, un espace de captation du carbone, et des enjeux sociétaux, puisque les forêts publiques notamment sont aussi des espaces de balade qui sont accessibles à tous. Ah, c'était beaucoup plus accueillant autrefois. On faisait brûler des arbres entiers. Paradoxalement, ne pas utiliser le bois, ça peut poser des problèmes encore plus graves pour la forêt. Et si les forêts ne sont pas gérées activement, elles peuvent devenir sujettes aux incendies, avec l'accumulation de biomasse sèche qui déclenche ces incendies. Et surtout, des forêts qui ne sont pas gérées de manière active, ce sont des forêts qui sont moins productives pour capter le carbone, ce qui est aussi un des fonctions essentielles de la forêt, parce que les arbres sont soit trop vieux, soit trop malades, et finalement absorbent moins de CO2 que ce qu'ils pourraient le faire s'ils étaient activement gérés. Donc finalement, l'exploitation raisonnée de la forêt, ça garantit aussi une certaine vitalité à ces espaces sur le long terme, tout en permettant de répondre à des besoins énergétiques ou en matériaux pour la production de charpentes ou de tonneaux. À l'heure de l'électrification des usages, est-ce que le bois comme énergie, ça serait pas un peu anachronique ? C'est pas anachronique, même encore une fois plutôt le contraire. Tous les scénarios récents et pertinents qui sont penchés sur l'équation énergétique en France, que ce soit les scénarios d'RTE, de l'ADEME ou de Négawatt, ont conclu que même après avoir réduit de 40% notre consommation énergétique, même après avoir développé massivement les énergies renouvelables électriques ou le nucléaire, il reste encore à couvrir près de la moitié de notre consommation énergétique.
Ça, c'est une part qui pourra pas être électrifiée ou pas facilement électrifiée. Et c'est là que le bois et plus largement les bioénergies interviennent et sont particulièrement pertinentes. Ouais, tu veux dire par exemple dans l'industrie? Dans l'industrie, dans les transports. C'est vrai que dans l'industrie, on va venir valoriser le bois de manière à créer de la chaleur haute température, par exemple, qui aujourd'hui se fait encore en priorité avec des énergies fossiles. Et ça, c'est pas des usages qui peuvent être facilement électrifiés, en tout cas pas à court terme. En termes d'anachronicité, plutôt complémentaire aussi du chauffage électrique, puisque c'est une énergie qui est pas chère et qui va pas du tout fluctuer, contrairement au marché de l'électricité ou du gaz. Une énergie locale, elle va pas du tout dépendre des approvisionnements, de la géopolitique. Le chauffage au bois, ça émet des particules fines, non? C'est la fumée des torches, ça monte à la tête. Et qu'est-ce que vous faites de la pollution de l'air dans ce cas-là? Alors, déjà, il faut savoir que en France notamment, on a une baisse de la pollution de particules fines. On a baissé de 64% depuis les années 90. Donc c'est quasiment divisé par 3 finalement. Et on peut pas lier cette baisse de la pollution à une baisse de l'usage du bois domestique? Il n'y a pas eu de baisse de l'usage du bois domestique, au contraire. Aujourd'hui, on est quasiment 8 millions de ménages qui utilisent du chauffage au bois. Je crois qu'on était autour de 5 millions en 2012. Alors pour les bûcherons, pas de répit. Et en fait, on a l'impression que l'air est plus pollué parce que les seuils d'alerte sont plus exigeants. Donc les seuils d'alerte à la population pour dire attention, pic de pollution et tout, les niveaux ont été rabaissés au fur et à mesure des réglementations parce que justement, ça concourt à améliorer la qualité de l'air. C'est un des leviers d'action pour améliorer ça. Mais du coup, ça donne l'impression que l'air est plus pollué alors qu'en fait, c'est l'inverse. On a découvert le feu à la préhistoire. Ça va être tout noir! Est-ce que le bois, c'est vraiment innovant pour une utilisation domestique et industrielle? Effectivement, le chauffage au bois, c'est la plus ancienne des énergies renouvelables. Mais depuis, on a quand même fait beaucoup de progrès, puisque le feu de bois classique, c'est un peu comme le foyer ouvert dans la cheminée. C'est 10% de rendement. Ça veut dire qu'il y a 90% de l'énergie du feu qui va chauffer les petits oiseaux. Aujourd'hui, on est à un rendement de 75% pour les poêles à bûches, 90% pour les granulés et les chaudières en général. Ça vient d'une amélioration de la technique, de comment arriver à optimiser la combustion, arriver à rebrûler les gaz de la combustion pour produire encore plus d'énergie. On a même aujourd'hui des chaudières biomasse qui sont à condensation, comme pour les chaudières gaz, donc avec des rendements qui sont au-delà de 100%. Avec le développement du granulé issu justement des coproduits de la sciure, des scieries, on arrive finalement à brûler du bois au compte-gouttes. Donc c'est quasiment un fluide, ce qui permet d'optimiser la régulation et pour chauffer juste ce dont on a besoin. Ce qui est aujourd'hui encore un peu plus compliqué avec la bûche, très honnêtement, mais ça viendra. Et tout ça finalement, par exemple en France, ça a été encadré depuis 20 ans par le label Flamme Verte, qui a servi aussi à accompagner l'industrie et à la pousser à améliorer ses performances. Oui, et puis comme dit Axel, il y a effectivement une différence énorme entre la source basique de chaleur qui est encore utilisée il y a quelques siècles et la ressource hautement optimisée et adaptée aux enjeux modernes qu'on a aujourd'hui. Je pense vraiment que le bois énergie dans son ensemble pour les usages domestiques ou même industriels, ça reste un vivier d'innovation technologique pour d'une part optimiser le rendement de la ressource, comme l'a dit Axel, mais aussi toujours plus limiter les émissions de particules, que ce soit au niveau industriel ou au niveau domestique. Et au-delà de ça, il y a même des perspectives qui s'ouvrent, qui sont vraiment d'avenir. On parle aujourd'hui par exemple des BECCS, BECCS, donc pour bioénergie, capture du carbone et stockage, qui vont venir capturer le CO2 qui est normalement émis au moment de la combustion du bois, pour ensuite soit l'utiliser pour d'autres usages, soit venir le stocker de manière géologique ou dans des matériaux, et donc avoir des performances environnementales qui sont au-delà de 100% de réduction comparé à des usages fossiles. Donc c'est vraiment un chemin d'innovation technologique et surtout ce sont des solutions, la capture de carbone par exemple avec le bioénergie, qui sont essentielles pour vraiment atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone à 2050, puisqu'on aura toujours une part résiduelle d'énergie fossile qu'on utilisera. Et si on veut vraiment parler de neutralité carbone, il faut aller chercher ces moyens d'avoir des émissions négatives, entre guillemets.
Merci Axel. Merci Agathe. Merci Maxime. Merci Agathe. Et à vous toutes et tous d'avoir été avec nous pour ce premier épisode de WhatsApp. On se retrouve très vite pour plus de réponses sur notre avenir énergétique. Bah en tout cas, j'ai tout compris.